Grand B, le processus de ségrégation 1933-1941. Donc l'idéologie nazie, les Allemands et la question juive. De 1933 à 1939, la politique nazie visait à stigmatiser par la propagande la communauté juive, à les exclure de la fonction publique et à multiplier les mesures vexatoires ainsi que les impôts confiscatoires. Les nazis procédèrent par étapes pour imposer l'antisémitisme dans les pratiques administratives et dans la politique et dans la législation. À l'université, l'imposition de numerus clausus se calqua d'abord sur les pourcentages de juifs dans la population, soit 1,5% de la population, sous prétexte d'une surcharge des universités, puis diminua de façon régulière jusqu'à l'exclusion pure et simple. Dès 1933, les juifs furent exclus de la fonction publique à l'exception des anciens combattants. Pour les professions libérales, la stratégie des nazis fut encore plus vicieuse, puisque l'interdiction d'exercice ne s'appliqua qu'en 1939. Dès 1934, les visites chez le médecin juif ou l'achat de médicaments chez un pharmacien israélite ne furent plus remboursés. 2 ans plus tard, les patients ariens n'eurent plus le droit de consulter un juif. Cette démarche progressive vise à faire retomber la responsabilité de la rupture des liens entre ariens et juifs sur la population. Elle montre cependant la peur des nazis d'une réaction de la population et de l'opinion publique internationale. On voit là une démarche très progressive, voyez, où on teste l'opinion publique au fur et à mesure. C'est l'histoire de la grenouille qui, si effectivement est jetée dans l'eau bouillante, va avoir le réflexe de sauter et de s'enfuir. Par contre, si la grenouille est placée dans une eau chaude qui chauffe progressivement, elle ne réagit pas, elle ne sent pas le danger venir. Et bien là, c'est exactement la même démarche. La finalité est la même, c'est pour tuer, c'est pour exclure. Mais avec cette démarche progressive, les nazis ont réussi à anesthésier toute forme de résistance. Structurée en 7 articles, la loi sur la protection du sang et de l'honneur allemand, dite loi de Nuremberg, établit une série d'interdictions imposées aux juifs. L'article 1 interdit les mariages entre juifs et citoyens de sang allemand ou apparentés. De tels mariages déjà existants sont invalidés, même s'ils sont conclus à l'étranger. Les relations sexuelles extra-conjugales entre un juif et un non-juif sont également prohibées dans l'article 2. Il est également interdit aux juifs d'avoir des employés de maison de sang allemand ou apparentés âgés de moins de 45 ans. Ils ne peuvent arborer le drapeau du Reich, mais sont autorisés à arborer les couleurs juives, ce droit étant garanti par l'État. L'application de ces lois s'avère difficile car la définition de la judaïté n'est pas claire. Les enfants issus de couples mixtes, les Mischlinge, les juifs convertis au catholicisme conduisent à une inextricable casuistique. Cependant, la marginalisation et la paupérisation de la population juive conduit une partie d'entre elles à immigrer vers la France pour les moins fortunés, marginalement vers la Palestine et pour les plus fortunés d'aller aux États-Unis. C'est le cas notamment d'Hannah Arendt ou d'Albert Einstein. La population allemande, asphyxiée par la propagande, semble accepter ces décisions permettant de refonder la Volksgemeinschaft, la communauté raciale et politique allemande, qui bénéficie à la marge de l'exclusion des juifs de la fonction publique, de l'interdiction d'exercer les professions libérales et profite également des amendes infligées à la communauté israélite. Ambitieux et profiteurs se jettent sur les postes libérés, les marchés à conquérir et Ambitieux et profiteurs se jettèrent sur les postes vacants, les marchés à conquérir et les biens arianisés mis à la disposition à vil prix. La ghettoisation à l'Est. Dès l'invasion de la Pologne, les nazis obligèrent les juifs à se regrouper en ghetto. Progressivement, ces parcelles urbaines sont clôturées, les accès étant contrôlés par les Allemands et les auxiliaires polonais. La gestion du ghetto est déléguée au conseil juif, le Judenrat, par les occupants. Ces mêmes occupants emploient la main-d'œuvre du ghetto pour les besoins de l'armée allemande et implantent de nombreux ateliers et usines. Les Judenrat négocient en échange nourriture, médicaments et moyens de chauffage. Le travail semble la condition sine qua non de la survie d'une partie de la communauté, car déjà, la sous-nutrition et les maladies frappent les plus pauvres et les plus âgés. D'1 tiers à la moitié de la population décède entre la mise en place du ghetto
en 1940 et les grandes rafles de l'été 42. Alors la grande question, la Shoah était-elle programmée? Dans les années 80, un débat opposait intentionnalistes et fonctionnalistes. Pour le dire de façon rudimentaire, les intentionnalistes proposent une interprétation du nazisme centrée sur la personnalité et les discours de Hitler. Bon, je passe. Sans vouloir trancher sur le débat qui opposait intentionnalistes et fonctionnalistes, on peut dire que la décision de rationaliser, la décision d'exterminer, puis de rationaliser l'extermination des Juifs d'Europe fut pris au moment, sans trancher entre intentionnalistes et fonctionnalistes, qui étaient deux thèses, à savoir est-ce qu'il y avait une programmation de la Shoah. On peut dire que la décision d'extermination des Juifs d'Europe fut prise au printemps 1941 dans l'optique de l'invasion de l'URSS qui allait conduire l'Allemagne à dominer des zones peuplées de très fortes communautés juives. En Pologne, il y avait déjà 3 millions de Juifs. Dans l'ex-URSS, ce chiffre était estimé à plus de 11 millions. Donc rien à voir avec les communautés d'Europe occidentale peu nombreuses, puisqu'en Allemagne, il y avait à peu près 700 000 Juifs, et en France, il y avait en Allemagne un peu plus de 800 000 Juifs, et en France, à peu près 700 000.